Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur ce plateau de Donaé et encore plus en cette période de fête. Notre programme aujourd'hui et notre invité bien sûr. La Cité du Sel est son socle et a été le terreau de cette graine d'artiste. Grande timide, elle fait corps avec son instrument fétiche, le piano, depuis plusieurs années déjà. Véritable mode d'expression pour cette passionnée surdouée, reconnue sur la scène internationale. Laura Sibel est avec nous. Elle nous fera découvrir sa vie d'artiste à travers son métier de pianiste bien sûr et de concertiste. Et puis avec elle, nous partirons dans son village, si tant est que ce soit un village, c'est Porto Vecchio, la ville de Porto Vecchio, la Cité du Sel qu'elle nous fera découvrir sur un mode un peu plus intimiste à travers son regard. Et puis à la fin de cette émission, nous ferons connaissance avec une femme au destin unique choisie par notre invité. C'est notre dernier rendez-vous de cette émission. Restez avec nous. Bonjour Laura Sibel. Bonjour Francesca. Très heureuse que vous ayez accepté notre invitation aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi d'être là avec vous. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Détendu? Pas de piano, hein. Pas de piano sous la main, mais bon, ça va le faire, vous allez voir. Alors, je le disais en tout début de cette émission, depuis toute petite, vous avez une passion, c'est le piano. Vous y avez consacré toute votre vie jusqu'à présent. On peut dire que c'est vraiment une histoire d'amour qui vous a saisi dès l'enfance, dès l'âge de 3 ans. Ah oui, je suis tombée dedans toute petite. Encore aujourd'hui, je fais du piano. C'est vraiment ma passion, mon moyen d'expression. Un piano qui était d'avance consacré, destiné plutôt à votre frère. Il n'a pas accroché, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vous qui avez repris le flambeau. On vous a concocté une petite biographie pour voir un petit peu comment ça s'est passé, quel a été votre parcours et comment depuis l'enfance vous êtes tombé dedans, comme vous le dites. On a des photos, on va regarder cette biographie, je vous la propose tout de suite et on se retrouve juste après. Laura Sibel est née le 23 novembre 1983 à Paris. Son père Patrick est chirurgien, sa mère Sabine infirmière. La fillette évolue dans une famille heureuse et passe toutes ses vacances scolaires à Porto Vecchio et Erbagiolo. Lorsqu'elle a 3 ans, ses parents achètent un piano pour son frère Pascal. Celui-ci n'accroche pas. En revanche, Laura est fascinée. À partir de ce jour, la fillette timide n'aura de cesse de jouer de cet instrument qui deviendra pour elle un véritable mode d'expression. Très douée, elle gagne dès 9 ans le concours Les Clés d'Or et entre au conservatoire l'année suivante, tout en suivant une scolarité aménagée. À 12 ans, elle rencontre la virtuose de renom Brigitte Engerer lors d'une prestation de celle-ci au Théâtre des Champs-Élysées. C'est une véritable révélation. Laura sait qu'elle veut devenir pianiste professionnelle. Brigitte Engerer la prendra sous son aile et lui fera intégrer dès 15 ans le Conservatoire national supérieur de musique de Paris. À 19 ans, elle suit la pianiste Roxana Jablonskaya à New York et intègre la prestigieuse Juilliard School. Puis elle partira 1 an et demi après à Loipi en Italie. Une carrière internationale commence pour elle, ponctuée de festivals et de concours. Elle remportera de nombreux prix tels que le prix Andorre, le prix du Mexique ou encore le prix Alain Marinaro. Après ces années de tourbillon, Laura décide de se poser et rentre à Porto Vecchio. Puis elle s'installe à Ajaccio où elle donne désormais des cours au Conservatoire de Corse, Henri Tomasi. Elle a créé il y a 3 ans le festival Opus Corsica, dont elle est la directrice artistique et continue à se produire sur la scène internationale. Finalement, Laura, un parcours extraordinaire. Hein. Finalement, on peut dire merci à votre frère Pascal qui n'a pas accroché du tout. C'est vrai. Et c'est vous qui êtes monté sur le tabouret et gling 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 qui avez commencé à pratiquer le piano. Hein. Ça a été un coup de foudre. Ah, de suite, ça a été mon jouet préféré. Oui. Comment ça s'est passé? Pourquoi? Vous savez, on commence par faire quelques notes, quelques sons et vous êtes inspiré. Enfin, c'est un jouet qui est magique. Ça a été une véritable attirance, ah, oui. Un magnétisme. Un magnétisme. Oui. Bon, moi, vous savez, ce piano, je raconte des histoires avec. Et toute petite, je mettais tous mes jouets dessus. Donc, évidemment, dès que je rentrais de l'école, j'allais vers le piano. Bon, il a fallu quand même un certain talent, on va dire une prédisposition peut-être. Vous y avez été également aidé parce que vous avez pris des cours, vous avez été suivi. Comment ça s'est passé tout ça pendant votre enfance? Dès l'enfance, j'ai pris des cours. Après, ça a été bien plus sérieux à partir de l'âge de 9-10 ans. Mais enfance, ça restait le plaisir quotidien. Les leçons se passaient bien et j'avançais comme un enfant normal, quelque part. Alors, à partir de 9-10 ans, il se passe quoi? Comment on fait? On pratique le piano à la maison, on a des cours particuliers. Et puis là, il y a le solfège. C'est rébarbatif, c'est fastidieux? Non, tout ça. Moi, j'ai commencé le solfège très tard, vu que je commence le solfège quand je suis au Conservatoire de Paris, donc à l'âge de 10 ans. Avant, ça reste des cours particuliers. Et
Et oui, c'est toujours un plaisir. Enfin, il n'y a pas de... Alors, si vous avez progressé et si vous avez accroché encore plus, si vous êtes imprégné de cette musique, c'est également parce que vous avez fait de très belles rencontres, des personnes qui vous ont aidé à monter, à progresser. Quelques noms: Olivier Gardon, Oksana Yablonskaya, Vladimir Mendelssohn. Parlez-nous de ces 3 personnes, puis après on parlera d'une autre personne. Ça a été progressif, tout ça? Ça a été progressif. Je rentre au Conservatoire de Paris, donc rue de Madrid, dans la classe d'Olivier Gardon. Et petit à petit, très vite, j'ai d'autres professeurs qui m'accompagnent. Je découvre aussi le fait de jouer ensemble, donc avec la musique de chambre, où là, il y a Vladimir Mendelssohn, où il y a encore d'autres professeurs qui m'accompagnent, jusqu'à cette fameuse rencontre dont vous allez... Alors, avant de parler de cette femme qui vous a vraiment, qui a été votre mentor, justement, ces années de jeunes femmes, de jeunes filles, adolescentes, comment on les vit, comment on les passe lorsqu'on fait musique-études, on appelle ça comment? C'est la CHAM, c'est quoi comme classe? Oui, c'est exactement ça, c'est la CHAM. Alors, à Paris, la CHAM, c'est vraiment... toute la semaine, du lundi au vendredi, nous avons cours le matin et la musique et le conservatoire l'après-midi. Donc on est vraiment de suite très encadré et de suite sur la bonne voie pour progresser au mieux. Et qu'est-ce qu'on vous fait travailler? C'est du travail acharné? C'est plusieurs heures par semaine, par jour? Ça dépend de chaque enfant, mais moi c'était tous les jours et des heures, évidemment. Oui. Qu'est-ce que vous préfériez jouer? Je ne sais pas, enfant, c'était tout ce qui allait très vite et le plus fort possible pour... je ne sais pas, j'étais attirée par la virtuosité. Pourquoi ce mode d'expression vous a complètement révélé? C'est-à-dire que, en fait, vous êtes une grande timide, je le disais. C'est difficile, hein, un petit peu aujourd'hui. C'est très difficile. On va y arriver. Mais voilà, lorsque vous êtes au piano, allez hop, ça file. Les doigts sont... Vous êtes virtuose. Oui, il y a cette technique où je suis plutôt souple et du coup ça marche bien. Mais c'est surtout pour moi, c'est une manière de m'exprimer. Donc raconter des histoires et j'aime partir dans un autre univers. Quelles histoires? Bon, les histoires même de tous les jours, peu importe, ou de rêves, ou de... toutes les histoires sont bonnes à raconter. Alors, je le disais il y a quelques minutes, vous avez eu des professeurs, bien entendu, de belles rencontres, hein, avec notamment Olivier Gardon, Oksana Yablonskaya et bien d'autres. Et puis, il y en a une qui a été votre mentor, que vous avez rencontrée à l'adolescence, vers l'âge de quoi? De 15 ans, c'est ça qui vous a, que vous avez rencontré et qui vous a ensuite repéré, c'est Brigitte Ungerer. Avant d'en parler, je voudrais qu'on écoute Brigitte Ungerer, qui va nous parler de musique et qui va nous parler de musique classique, ce qu'elle en pense et quel est ce rapport justement à la musique classique. C'était avec l'Orchestre symphonique français en septembre 1989, sous la direction de Laurent Petit-Girard. On l'écoute, Brigitte Ungerer, et on se retrouve juste après. Quand est-ce qu'on donne la possibilité à plein de gens d'entendre autre chose que ce qu'on leur donne tous les jours à la télévision ou à la radio? C'est très bien qu'ils puissent venir gratuitement sur une plage écouter de la musique classique. Peut-être que c'est un microbe comme ça qui va entrer dans leur cœur, un bon microbe, et qu'ils auront envie ensuite d'aller écouter d'autres concerts. Et surtout qu'ils se rendront compte qu'il ne faut pas faire des études spéciales pour comprendre la musique classique, il faut juste ouvrir son cœur. Brigitte Ungerer, Laura Cibé, là, qui nous a quittés en 2012, en juin 2012, mais qui reste un grand nom de la musique classique, en tout cas dans son domaine. Vous aviez eu avec elle une relation particulière? Oui, je l'ai rencontrée, j'avais 12 ans. Donc, lors d'un concert qu'elle a donné au Théâtre des Champs-Élysées, elle jouait le concerto de Tchaïkovski. Et j'étais très, très impressionnée. Le Théâtre des Champs-Élysées, quand on est enfant, c'est très impressionnant. Et juste à la sortie de ce concert, j'ai été la voir et je lui ai dit, naturellement, je suis pianiste. et elle m'a dit, ah bon, tu es pianiste? Bon, ben, si tu veux, tu viens à la maison samedi me voir. Et ça a été le début d'une grande aventure. Ça a été vraiment le déclencheur et je l'ai vu après toutes les semaines et parfois plusieurs fois par semaine. Et on a travaillé.
avancer ensemble. Elle vous a suivi jusqu'à l'âge de vos 19 ans et à partir de 19 ans, vous embrassez une carrière internationale. Hein. Vous vous produisez sur la scène internationale. Parlez-nous un petit peu de ces années, de ce tourbillon, comment ça se passait et qu'est-ce que vous en retenez? Est-ce que vous avez un meilleur souvenir, par exemple? Sur tous ces concerts. Là, on était où, par exemple, sur cette photo? Là, vous étiez où? Je pense qu'on était en Belgique. Mm-hmm. Il me semble que c'était en Belgique. Donc, je devais jouer sûrement le concerto de Grieg ou de Chopin. Mais, vous voyez, après, il y a des lieux particuliers. Quand j'étais en Israël, par exemple, c'était fou. Parce que je découvre un autre monde qui n'est pas vraiment proche du nôtre aujourd'hui. Ou peut-être en Azerbaïdjan aussi. Ce sont des pays tellement loin et avec des cultures très différentes que, voilà, nous, on apporte de la musique, on apporte notre cœur, notre générosité, nos histoires qu'on raconte. Alors, vous décidez, vous faites cette carrière internationale, c'est un véritable tourbillon, je le disais, et puis vous décidez de rentrer en Corse pour créer le festival Opus Corsica, enfin pas pour le créer, mais pour revenir en Corse, et puis vous enseignez au conservatoire, et vous créez notamment ce festival Opus Corsica. On va regarder un extrait, c'est très particulier, c'est une prestation à lire, vous nous en parlez juste après, vous nous expliquerez de quoi il s'agit. À Aller, il y a le festival Opus Corsica. On fait un petit coucou à Xavier Torre, votre compagnon et associé dans cette grande aventure qui vous aide à organiser ce festival. Le principe, en 2 mots? Du festival Opus Corsica, oui. C'est la rencontre, le partage et tout le mettre en valeur des lieux, mettre en valeur la musique. Et puis des artistes lyriques et autres que l'on voit sur cette photo, sur ces images. Et puis également, vous devez respecter une charte, c'est-à-dire démocratiser cette rencontre, la musique classique, en l'emmenant dans des lieux insolites, comme ça. Oui. C'est toute l'année. Après, nous, on a fait sur plusieurs événements majeurs, donc l'avant-scène au printemps, le festival l'été, le concours de piano en hiver. On en parlera tout à l'heure, dans quelques instants. On va continuer à parler, bien entendu, de piano et de ce très, très beau métier. C'est un métier que vous avez embrassé avec passion. Et puis, il y a plusieurs facettes, dont l'une est de donner des cours au conservatoire. On va regarder un extrait de l'un de ces cours. C'est au conservatoire Henri Tomasi à Ajaccio. Vous êtes avec l'un des jeunes talents prometteurs, en tout cas, qui s'appelle Sandro. Et vous lui donnez un cours. On regarde. Attention, le ré, le deuxième ré est important. Mi, do, si, la, sol, ré, sol, fa. Ok. Mi, do, si, la, sol, fa, do, mi. Ce petit jeune homme, il est motivé en tout cas. Ah oui, oui. Qu'est-ce que c'est justement quelle est comment on peut définir ce côté de votre métier, ce rapprochement, ce rapport avec l'enfant, c'est la pédagogie, l'apprentissage? Oui, et puis c'est détecter tous les enfants qui ont envie vraiment de faire de la musique, les amener un peu plus loin et être à l'écoute de tous pour essayer de leur faire partager vraiment ma passion. Vous leur donneriez quoi comme conseil à ces jeunes qui ont envie de se lancer ou qui font du piano aujourd'hui et qui se disent non, j'y arriverai jamais, c'est trop dur? Non, ces enfants. Tout est possible, donc essayez de vous imprégner un peu de cette culture, de cette musique, et autant ça va vous plaire. Est-ce que c'est d'abord le talent ou c'est le travail, plus que le talent? Pour moi, c'est le travail.
c'est 200% le travail. C'est le travail. Oui, bien sûr. Alors ça, c'était une facette de votre métier, hein, c'est-à-dire le conservatoire d'un côté, puis de l'autre côté, vous avez bien entendu des concerts sur la scène nationale, internationale, mais aussi des partenariats avec des artistes insulaires. On va regarder un extrait de ces rencontres, notamment dans le cadre d'Opus Corsica, dont on parlait il y a un instant. Vous êtes avec Éléonore Pancradi, chanteuse lyrique, que l'on embrasse, à qui on fait coucou, que l'on avait reçue sur ce plateau. Elle est d'origine cortenaise. Et c'était au domaine Torace à Lecce en juillet 2021. On regarde. Poco fa qui nel cor mi risuonò il mio cor è ferito e già l'indor fu che il piagò sì l'indor mio sarà Deux virtuoses, chacune dans leur domaine, Éléonore et vous, bravo. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers ces échanges et qu'est-ce que vous avez envie de produire lorsque vous participez, vous êtes ensemble avec des artistes insulaires, que ce soit Éléonore Pancradi, Bertrand Cervera également? Oui, c'est toujours déjà un plaisir de jouer avec eux. Ce sont toujours des moments incroyables et c'est évidemment pour apporter la musique au plus près de tout le monde. C'est vraiment important pour nous, ce partage qu'on donne pour ce public, pour les émotions qui sont créées à ce moment-là. Et puis les émotions sont en rendez-vous avec les talents, bien entendu, que l'on a en face de soi. Ce tourbillon, on le disait tout à l'heure, vous donnez des cours au conservatoire, vous produisez ici en Corse, mais également toujours sur la scène internationale, donc beaucoup de travail. Comment vous faites au quotidien pour vous souffler et vous ressourcer? Vous n'avez pas un petit endroit où vous pourrez nous emmener, non, par hasard? À Porto Vecchio. Porto Vecchio, voilà. C'est là où on va justement, Porto Vecchio aujourd'hui. C'est là où vous vous ressourcez, c'est votre ville, votre village de cœur. On y va à Porto Vecchio. Porto Vecchio, pour moi, c'est le plus bel endroit du monde, donc le centre du monde. Mais je ne sais pas, on a une luminosité qui est exceptionnelle, on a la mer, la montagne à côté, c'est exceptionnel. Porto Vecchio, ça représente ma famille, ma maison, mon village. Ce sont des souvenirs très animés et très festifs. Évidemment, des heures de piano aussi, hein, avec notre bel instrument. Mais entre le travail et la famille. C'est un moment de ressourcement, mais je vais aussi me promener, voir mes amis. Et c'est toujours des moments très conviviaux et ça fait du bien. L'église représente évidemment quelque chose pour moi. Et surtout par rapport à Porto Vecchio, c'est central, donc on avait l'habitude aussi d'être autour de cette église.
Et très vite, étant pianiste, j'ai été jouer de l'orgue à l'église, forcément. C'était un lieu de musique. Bonjour, monsieur l'abbé. Oh, bonjour Laura, comment vas-tu? Ça va bien. Alors, on prépare la messe. Donc la chorale s'est réunie la semaine dernière et ils ont préparé les programmes pour les dimanches à venir. Et donc tout est à l'orgue déjà. Surtout, pense à l'offertoire, c'est important qu'il y ait un morceau pour apaiser, intérioriser, comme Sébastien te le disait souvent. Laura, c'est une personnalité du monde de la musique, mais ici à Porto Vecchio, et pour vous, c'est qui? Laura, pour nous, c'est plus qu'une personnalité, c'est l'enfant de la paroisse, de la cité. Quand je la rencontre à chaque fois, je pense à sa famille, à sa grand-mère, à sa maman, à une famille qui participe à la vie de la paroisse. Elle joue de l'orgue, elle accompagne des célébrations solennelles, simples, elle joue pour certains mariages. Elle est vraiment présente à la vie de notre communauté. Pour moi, Porto Vecchio, c'est mon âme, c'est mon cœur. Donc, je ne peux pas passer ne serait-ce que quelques mois sans venir. C'est impossible. On ne peut pas déraciner quelqu'un. Porto Vecchio, vraiment, ça fait partie de moi. Porto Vecchio, on sent vraiment que c'est quelque chose qui vous appartient. C'est une véritable symbiose entre vous et votre village finalement. Ce village qui, loin de l'agitation touristique, redevient un village en hiver. Comment on y vit justement à Porto Vecchio l'hiver? Pour moi, c'est un village, tout le monde se connaît. Donc, on m'appelle la petite fille Léandri. C'est quand même magique. Donc, j'ai besoin de ce moment d'apaisement. Dans justement cette vie de tourbillon. Léandri, c'était le nom de ma mère. De votre mère. Enfin, c'est le nom de votre mère. Oui, c'est le nom de ma mère. On salue au passage l'abbé Constant, Frédéric Constant, qui fait vivre cette paroisse et qui la met en valeur, bien entendu, tout au long de l'année. Vous faites également dans cette ville, vous organisez dans cette ville, et c'est très important depuis que vous êtes revenu en Corse, un festival, un concours de piano, justement, chaque mois de décembre. À qui ça s'adresse? Comment ça se passe? Alors, le concours de piano, c'est en hiver, donc c'est au mois de décembre. Et c'est vraiment toute la Corse qui se réunit là, tous les jeunes. Et notre objectif, c'est que tous ces jeunes se connaissent, se rencontrent. Parce que finalement, quand on fait du violon, il y a l'orchestre. Nous, au piano, c'est vraiment souvent des moments seuls. Donc j'avais vraiment envie de créer cette émulation entre tous les pianistes et qui se rencontrent. Et Porto Vecchio, quel plus bel endroit. Est-ce que vous avez repéré quelques noms qui pourraient être, en tout cas, qui pourraient être des grands noms peut-être plus tard dans ce domaine, dans le domaine de la musique classique et du piano? Ah oui, nous soutenons en tout cas beaucoup de jeunes. Il y a eu le jeune Teva Mazoyer, le jeune Sandro Paoli. Il y a beaucoup de jeunes comme ça qui montent et qui petit à petit font aussi leurs arts, mais on les soutient, on essaye vraiment de les faire jouer aussi sur scène, c'est important. On s'inscrit sur votre site, le site de www.opus.corsica. Opus.corsica, pour le concours, bien entendu, de l'année prochaine. Oui. On arrive presque à la fin de cette émission, mais avant, c'est notre dernier rendez-vous. Vous avez souhaité nous parler d'une femme, et toujours de la même personne dont on parlait déjà tout à l'heure, c'est Brigitte Ungerer, cette femme exceptionnelle qui a été votre mentor. Mais que représentait-elle dans le domaine de la musique en général et par rapport à ses pairs? Qui était cette femme? Cette femme est
pour moi la plus grande pianiste. Donc, elle est partie pendant 9 ans à Moscou avec les plus grands maîtres. Il y avait évidemment Heinrich Neuhaus, mais surtout son fils Stanislav Neuhaus, avec qui elle est même restée plusieurs années. Et elle nous a ramené en France vraiment cette générosité de la musique et ce partage qu'elle avait naturellement. Elle pouvait capter un public d'une manière extraordinaire. C'est une femme qui nous a apporté énormément à la musique. Qu'est-ce qu'elle a laissé comme trace particulière, par exemple? Oh ben, pour moi, j'en ai plein des traces. Il y a toute sa discographie, et puis même cette générosité avec la musique, elle nous l'a transmis. Donc pour nous, c'est tous ces dissidents, descendants et tous ces élèves essayent de continuer à transmettre cette générosité qu'elle avait vraiment avec le public et elle jouait pour le public. Et lorsqu'elle dit, lorsqu'on l'a écouté tout à l'heure, que la musique doit être démocratisée, qu'on peut même l'écouter sur la plage, c'est ce que vous suivez comme conseil, puisque à travers Opus Corsica, vous produisez aussi bien dans des vignes au domaine Torace que sur un bateau à Ajaccio ou ailleurs. Oui, mais Opus Corsica, c'est né grâce à Brigitte Engerer. Elle me l'a soufflé quelques jours avant son décès, mais elle m'a dit rentre en Corse et fais des choses aussi pour la Corse. La culture, c'est important partout. Donc, évidemment, si on peut la porter partout, dans les écoles, sur la plage, dans les salles de concert, on essaye d'être présent. Merci à elle, en tout cas, Brigitte Engerer, bien entendu. Merci à vous. On va parler de votre actualité. On arrive à la fin de cette émission. Vous vouliez nous parler d'un livre, notamment, qui s'appelle Roulette russe. Pourquoi ? Oui, c'est sa fille qui l'a... toujours Brigitte Engerer. Eh oui, c'est sa fille qui l'a écrite et ça raconte vraiment cette femme généreuse et toute cette histoire qui est incroyable. Sa fille Léonore Kefelec, qui est auteure, comédienne, mais également marraine d'Opus Corsica, du festival. Oui, hein. oui, elle a été marraine du coup en 2022 et elle fait partie de la famille d'Opus Corsica. Alors, autre chose, c'est l'avant-scène, vous le disiez tout à l'heure, de ce festival qui va se dérouler pendant l'été. L'avant-scène, c'est en avril. Non, oui, l'avant-scène, c'est au printemps. C'est au printemps. Et c'est le festival l'été, voilà, qui se fait sur toute la Corse. Hein. Nous démarrons dans notre cœur Porto Vecchio et nous montons jusqu'à Bastia, nous passons dans l'Alta Rocca. Bon, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler d'ici le printemps. Hein. Oui. Merci Laura Sibel d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. On a été très heureux de vous recevoir. Merci à vous de m'avoir invité. La musique nous a enchantés. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette émission également. On va se quitter en musique, Laura. Je vous propose à tous de se quitter en musique. Vous produisiez, je le disais, au domaine Torace à Lecce en juillet 2021, toujours dans le cadre du festival Opus Corsica. Vous étiez en compagnie d'un homme cette fois, Paul Mancini, au saxo, un virtuose du saxo. Pour un Ave Maria, bien entendu, de circonstances, bien sûr, en cette période de fête, en cette période de Noël. Je vous dis au revoir. Laura, merci. Merci à vous. Et encore merci à vous. Bonne Natale à tutti, bonne fête à tous. Ciao, ciao, à la prochaine. On écoute Opus Corsica.